Aujourd'hui, on va faire un jeu qui va te permettre de développer beaucoup plus d'abondance dans ta vie. Et oui, parce que je me suis amusé, mais en même temps pas n'importe comment, à détailler ce que pourrait être l'équation de l'abondance. C'est un cocktail de différentes choses, de différents facteurs multiplicateurs d'abondance, mais aussi de facteurs limitants, de facteurs diviseurs. Alors bon, je ne sais pas quel a été ton rapport avec les mathématiques à l'école, mais rassure-toi, ça va être simple. Ce n'est juste que des multiplications, des additions et des divisions, rien de plus. On va éviter les racines carrées, on va éviter les exponentielles, les logarithmes et les équations de second degré. On est sur une équation très simple que je vais te délivrer ici et on va la décoder surtout en détail et voir quels sont les facteurs qui aident à l'abondance et quels sont ceux qui limitent l'abondance. Tout cela au regard, et on va le voir dans cette équation, de ta propre connaissance de toi et de ton éveil de conscience, puisque c'est vraiment les leitmotifs de ce podcast dans lequel je te souhaite la bienvenue. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nico Pen, je suis auteur, formateur, penseur. Et vraiment, mes domaines de spécialisation sont la connaissance de soi et l'éveil de conscience au travers de disciplines telles l'énéagramme, la spirale dynamique, mais aussi le tarot alchimique et bien d'autres outils de façon secondaire. Mais on va dire là, on est vraiment sur les outils majoritaires pour pouvoir t'aider à cet éveil de conscience. Et d'ailleurs, en parlant d'éveil de conscience, l'abondance est vraiment un point clé au travers du développement de sa vie. Qui ne recherche pas à avoir plus d'abondance, qui ne cherche pas à éviter des situations de manque. Il n'est pas agréable d'être en manque d'argent, en manque de confort matériel, en manque d'amour, en manque d'amitié. Ce qui est intéressant en fait, vraiment ça c'est le premier point clé, l'abondance a tendance, j'aime bien le rappeler parce que c'est quand même, on a tendance à faire un raccourci rapide dans un monde où on est très orange en spirale dynamique, à se dire abondance égale richesse ou confort matériel. Mais ce n'est pas que ça. C'est vraiment tous les aspects de sa vie. Et l'abondance, c'est vraiment accepter, accueillir cette énergie-là. Mais on va voir plus en détail. Pourquoi est-ce que je parle d'abondance ? Et pourquoi on parle de cette équation-là aussi, il faut le dire, c'est parce que c'est vraiment le sujet du moment sur mes cours privés, les chemins de la connaissance de soi. On arrive d'ailleurs à la 4e semaine, au 4e cours à ce sujet. Alors si tu veux aller plus loin, au-delà de l'équation de l'abondance, je ne peux que t'inviter à regarder le premier lien en description. Ce sont des cours privés que je donne toutes les semaines auxquels tu peux accéder. Tu accèdes aux 8 derniers cours qui sont présents, donc aux 8 dernières semaines. Et là, on est en train de clôturer ce cycle avec l'abondance, où on a parlé d'abord en première partie des fondamentaux d'abondance. Ensuite, on a parlé sur la partie 2 du concept d'investissement, sur les notions de stock, de flux, la notion de recevoir l'abondance à l'entrée, la laisser couler à la sortie, pourquoi c'est important. Sur la partie numéro 3, on a vu les 4 saisons de l'abondance, ça aussi passionnant. Comment faire justement quand on est dans une saison comme l'hiver par exemple, alors pas l'hiver de façon quand on est l'époque de l'hiver, les mois d'hiver, non, l'hiver de l'abondance, qu'est-ce que c'est ces moments où finalement l'argent n'arrive pas, où l'argent, l'amitié, bref, quel que soit le sujet d'abondance, il n'arrive pas et il a tendance à se tarir. Et c'est important vraiment de pouvoir déjà, se préparer à l'hiver, mais même si on n'est pas préparé à cet hiver et si tu le vis, comment mieux le vivre. Donc ça, c'est sur la 3e cours de la semaine dernière. Et cette semaine, on est sur les trois grandes vertus qui sont liées aux vertus théologales. Donc là, on va un petit peu alors pas sur de la théologie en tant que telle, mais plus sur des concepts, on va dire, qui sont là depuis le Moyen-Âge et même avant. D'ailleurs, c'est toujours bien de voir ces concepts-là. On les oublie souvent dans ce monde moderne. Et donc, ces vertus vont t'aider justement à développer tout cela. Voilà, donc tout ça, tu l'auras sur le cours qui est dans la description, ainsi que d'autres cours, notamment sur les besoins. Il reste encore disponible les besoins, les différents besoins au regard de la pyramide de Maslow. Ça, c'est un autre sujet. Et nous, on revient maintenant sur le podcast, maintenant que cette explication de l'après est faite. On va se poser la question de l'équation de l'abondance. Alors, c'est quoi l'équation de l'abondance ? L'abondance, cette équation-là, elle est la suivante.
elle est sur état d'esprit multiplié par la vision, multiplié par l'action, multiplié par le lâcher-prise. Mais hélas, cette équation n'est pas suffisante. Parce que si on rajoute la peur et la non-acceptance de l'abondance, eh bien on se rend compte que ça peut nous limiter. Donc tous ces facteurs-là, on va les diviser par, entre parenthèses, la peur plus la non-acceptance. Donc en gros, on a des facteurs multiplicateurs que sont la vision, l'état d'esprit, l'action, le lâcher-prise, et des facteurs limitants, des facteurs divisants, l'abondance, que sont la peur et la non-acceptance. Alors on va voir, donc voilà, là tu as l'équation en détail. On va voir plus en détail plus en profondeur chacun de ces termes. On va d'abord s'intéresser aux 4 termes qui font justement l'abondance, aux facteurs multiplicateurs. On a tout d'abord la vision. La vision, c'est un point clé que l'on va qu'on va mettre rapidement en lien avec la visualisation, avec les notions justement de loi d'attraction, et avec, moi j'aime bien parler aussi du fameux vision board. Pour moi, le vision board est vraiment un des outils les plus simples, je dirais même le plus magique, parce qu'il y a un vrai lien avec, si tu t'intéresses au concept, on va dire un peu plus ancien de la magie, ou même on en parle encore aujourd'hui de façon moderne, mais plus rare, plus on va dire, beaucoup moins communément, voilà, c'est le mot que je cherchais. En fait, le vision board est vraiment un outil, le tableau des rêves, qui permet de matérialiser, d'aider à matérialiser un souhait. Et la vision, c'est vraiment ça. C'est si à un moment donné, on erre dans la vie sans forcément avoir une direction claire, un endroit vers lequel on peut aller, eh bien, on peut errer pendant très longtemps. Et le point clair en termes d'abondance, c'est d'avoir cette vision. La vision, c'est pas ce que tu ne veux plus, mais c'est ce que tu veux atteindre. Qu'est-ce que tu veux atteindre? Par exemple, les personnes disent « Ah, mais j'aimerais être plus riche. » Ok, super. Mais encore, sois plus spécifique. « Ouais, j'aimerais avoir, je sais pas, j'aimerais avoir 1 million d'euros. » Ok, pourquoi? Je sais pas, blablabla. Voilà, blablabla. Comme les bébés, blablabla. Mais c'est un peu ça. Alors, c'est pas une critique, hein, encore une fois, mais c'est juste dire que c'est facile de dire je veux plus d'argent, par exemple si on prend l'abondance financière, je veux plus d'amis, je veux rencontrer l'amour. C'est facile de dire ce genre de choses-là, mais en même temps ça reste tellement vague. Et après on peut aller plus loin, par exemple dire voilà, je suis en manque d'abondance d'un point de vue amoureux. Donc en gros, je suis seul ou seule depuis 3-4 ans et je galère et j'aimerais bien rencontrer l'amour à nouveau. Là, ici, on va dire, ok, tu veux quoi? Je veux l'amour. Qu'est-ce que tu veux en détail? Je veux trouver, par exemple, on va dire, un homme qui me rend heureuse. Ok? Bon, ça, en fait, c'est exactement la même réponse que je veux 1 million d'euros dans mon compte en banque. C'est pas clair. Et la vision, c'est vraiment cette spécificité. Tu veux un homme? Quel type d'homme tu veux? Quels seraient les 3 critères fondamentaux qui seraient l'homme idéal pour toi? Et là, on va pas forcément aller sur... Et c'est bien de se limiter justement sur des critères fondamentaux parce que on va éviter une espèce d'idéalisation non plus. Donc, c'est arriver à chercher ce dont on a besoin. Idem sur la partie financière, une personne qui va dire 1 million, et peut-être qu'elle va se rendre compte que c'est pas 1 million qu'elle veut. C'est juste une somme d'argent qui soit nécessaire pour assurer son train de vie et un confort au-dessus. D'ailleurs, c'est peut-être pas le sujet de l'argent qui est le sujet en question pour cette personne. Peut-être que c'est la question matérielle. Et là, on en vient donc encore une fois, et comme toujours, à la connaissance de soi. C'est que chacun et chacune d'entre nous va avoir des besoins uniques, spécifiques, individuels. Et ça peut paraître trivial ce que je dis, mais on l'oublie trop souvent. On est trop souvent dans la généralisation. On est trop souvent aussi sur des désirs qui ne sont pas nos désirs, qui sont des désirs qui sont insufflés par la société, par nos amis, par notre famille. Bref, parce qu'il semble être bon d'avoir. Et la vision, donc ça revient à ce premier facteur multiplicateur d'abondance, c'est, voilà, plus ta vision elle sera claire, plus elle sera précise, plus ce facteur multiplicateur sera fort.
C'est une question, par exemple, si une personne dit par exemple, je veux être riche. Bon, bah déjà, c'est pas trop mal. On a un facteur multiplicateur de 1, on va dire. C'est-à-dire que, bon, voilà, ça fait pas plus, ça fait pas moins, ça fait pas avancer le schmilblick, mais ça limite pas. Par contre, si la personne dit, ben, je veux être moins pauvre, ben là, on a un facteur multiplicateur et on va revenir sur la division de 0,5. Donc, ça va limiter. Mais par contre, si cette personne nous dit, ben en fait, moi j'aimerais avoir telle rentrée d'argent par mois pour avoir tel train de vie, pour pouvoir faire ça et ça précisément, et en même temps, je n'ai pas besoin de ça. Donc il y a une vraie conscience de ce dont la personne a besoin, ça, et aussi de ce qu'elle n'a pas besoin. C'est-à-dire, il n'y a pas une surexagération de je prends, et finalement, sans forcément avoir une justesse dans sa vision. Et là par contre, on arrive sur des visions avec des facteurs multiplicateurs de 5, de 10, de 20, de 30. Et c'est là où la vision est fondamentale. Donc ça, c'est le premier facteur multiplicateur. Le second facteur multiplicateur, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, il est fondamental dans le sens où tu peux avoir une vision qui est belle, qui est haute, mais te dire ouais, mais de toute façon c'est pas possible, pas pour moi, je peux pas y arriver, j'ai pas les épaules, je suis pas capable, je n'ai pas le bon contexte de vie, patati patata. Bah là, c'est un état d'esprit de merde. Donc clairement, eh bien cette vision-là, elle peut être la plus haute possible. Si le facteur multiplicateur en état d'esprit il est inférieur à 1, eh bien ça va être super limitant. Et c'est pas évident d'avoir un bon état d'esprit. Ça se forge, ça se travaille, ça se développe. Donc c'est un facteur multiplicateur. C'est ça qui est intéressant sur cette équation d'abondance, c'est que chaque facteur peut être amélioré, peut être amplifié. Et ton état d'esprit, peut-être qu'il est sinueux. C'est ça le mot. Des fois j'ai du mal à trouver les mots. et donc ce côté, on va dire, oscillant, voilà, on va utiliser le mot oscillant. Ça peut être, par exemple, à un moment donné, tu vas voir, quand tu vas faire ta vision, tu vas avoir une pure motivation de fou, ce qui va arriver, ce qui est tout à fait normal. Et puis après, boum, le lendemain ou le surlendemain ou 2 semaines après, tu vas perdre la motivation parce que tu te rends compte que c'est plus dur que d'accoutumer. Alors moi, des conseils que j'aimerais te donner pour augmenter ce facteur multiplicateur sur l'état d'esprit, c'est déjà, on l'a dit, ça se forge. Et le forgeron, il va frapper sur le métal à plusieurs reprises pour arriver à faire épouser la forme qu'il veut. Lorsqu'un forgeron, alors moi je pense toujours aux forgerons médiévaux, c'est peut-être les archétypes des séries, des films que je regardais étant jeune, mais je l'imagine en train de forger une épée ou un sabre. Et en fait, au début, quand le bout de métal il sort du four, ça ressemble à rien. Et notre état d'esprit, c'est ça, au début, c'est pas clair, quoi. Ça a un peu une espèce de petite forme qui est pas claire, mais petit à petit, le forgeron va taper sur le métal, va le forger, et progressivement, ça va ressembler à ce qui ressemble à une épée, mais une épée vulgaire. Et puis petit à petit, la lame va s'affiner jusqu'à devenir une magnifique épée avec une lame très aiguisée. Et ton état d'esprit, c'est ça. Il peut devenir une belle lame très aiguisée, alors qu'aujourd'hui, il a une forme qui peut être assez chaotique, dirons-nous, ou assez vulgaire. Et pas dans le sens péjoratif du mot vulgaire, mais plus dans le sens, voilà, c'est pas encore fin. Et pour arriver à développer cette finesse, déjà prendre conscience, encore une fois, conscience de soi, prendre conscience des moments où finalement tu as des downs, voir comment tu peux te reforger, quels sont les mécanismes qui peuvent te reforger ton état d'esprit. Et 2 autres points clés qu'a compris le forgeron, c'est 1, la répétition sur le travail mental, et 2, le temps. Le forgeron sait que lorsqu'il va faire son épée, elle va pas sortir directement du four et en 30 secondes ou en 2 minutes, l'épée sera faite. Il sait qu'il lui reste encore des heures de travail. Parfois, il va devoir peut-être réchauffer le métal encore. Et ça, on l'oublie souvent. Et c'est pareil, en fait, cet état d'esprit, le fait de se donner le temps de se forger un bon état d'esprit, mais aussi se donner le temps d'accomplir cette vision-là. Certes, les choses peuvent te paraître impossibles aujourd'hui. Et elles le sont aujourd'hui, probablement. Mais ça ne veut pas dire que dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans,
dans 10 ans, dans 20 ans, ces choses-là seront impossibles. Bien au contraire. On surestime beaucoup ce que l'on peut faire à court terme et on sous-estime énormément ce que l'on fait à long terme. Et ce que je te dis là, c'est pas une phrase, une jolie phrase qu'on peut mettre en citation sur Facebook. Ça a été validé par des études scientifiques. Donc je vais te le répéter. On surestime, l'être humain a tendance à surestimer ses capacités à court terme et à sous-estimer ses capacités à long terme. Et ce qui nous intéresse ici, c'est les capacités à long terme. Pour vraiment développer cette abondance-là. On va parler par exemple d'une personne qui recherche l'amour, ou qui, pour parler d'un relationnel, ça ferait le pendant, qui recherche des amis, qui a très peu d'amitié, voire aucune. Eh bien, ces deux personnes-là vont vite avoir envie de trouver la personne idéale ou de trouver leurs meilleurs amis. Et ils vont surestimer à court terme et vite se désespérer. Alors que finalement, ça peut prendre du temps, mais qu'est-ce que ça représente 6 mois, 1 an de développement, par exemple, de son réseau amical, de recherche de la personne idéale dans une vie? Quand on y pense, ça représente rien. Et la difficulté, c'est qu'on est souvent dans cette notion de manque. Alors que nous, justement, ce qu'on cherche, c'est l'abondance. Donc la vision, gardez la vision, gardez l'état d'esprit. Mais ce n'est pas tout. On a besoin d'un autre facteur multiplicateur qui est souvent oublié. J'en ai parlé sur un autre podcast qui sortira d'ailleurs la semaine prochaine. Tu vois, je l'ai fait avant celui-ci. Donc, moi je parle au passé, mais toi tu le verras au futur. Tu l'écouteras au futur plutôt. Donc, justement, sur cette notion, voilà, c'est la loi d'attraction, c'est bien joli, mais de l'autre côté, eh bien, il est nécessaire d'avoir une mise en action. Alors non, tiens, je suis complètement foutu. En fait, non, j'en ai pas parlé. C'est pas celui de la semaine prochaine, c'est celui c'est un des ceux de des semaines précédentes sur le secret. Bon, allez, on se reconcentre, Nicolas. On revient sur le présent. Et le présent, donc du coup, facteur multiplicateur. Alors, je vais te redonner l'équation de l'abondance pour recadrer, resituer. On a dit d'abord c'est la vision. Ensuite, c'est l'état multiplié par l'état d'esprit, multiplié par l'action, multiplié par le lâcher-prise, et le tout divisé, ça on le verra à la fin, par la peur plus la non-acceptance. Alors l'action, donc on a un facteur multiplicateur d'action. Sur ce facteur multiplicateur-là, en fait, c'est cette notion, ok, la loi d'attraction c'est bien joli, ok, la visualisation c'est bien joli, mais s'il n'y a rien qui se concrétise derrière, il n'y a rien qui va se passer. Et c'est là où, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on peut reprendre les 4 éléments qu'on retrouve sur le tarot et qu'on retrouve en alchimie. On pourrait apparenter la vision avec l'élément du feu, qui est le bâton. On peut assimiler l'état d'esprit avec l'élément, mais d'ailleurs on parlait de forger une épée, c'est ça qui était intéressant. L'épée dans le tarot est reliée à l'air, donc l'état d'esprit c'est un état mental, et l'action, l'action c'est le concret, c'est le terrénal, donc c'est la terre, c'est agir, c'est faire des choses, c'est construire. Et si tu ne construis rien qui ne va pas et qui ne t'aide à cela, eh bien la matérialisation va avoir du mal à se mettre en place. Donc plus alors je ne veux pas dire que c'est le plus dans le genre faire plein de choses, mais plus tu mettras d'énergie dans l'action, plus ça se réalisera. Quelqu'un qui recherche par exemple à avoir plusieurs amis, eh bien ces amitiés-là, eh bien ça se matérialisera au moment où eh bien il fera les actions nécessaires, comme par exemple arriver à trouver des associations, des groupes, des loisirs, des contextes qui vont favoriser l'amitié. Donc et le lien social. Donc c'est là où l'action va aider. Et donc il nous reste un dernier facteur multiplicateur et qui a un lien avec nos 4 éléments. Donc on a vu c'est ça qui est intéressant, j'adore faire des liens et plein de choses et ça enrichit vraiment l'épisode et ça enrichit notre perspective. Donc on a dit la vision, on est sur le feu, l'état d'esprit on est sur l'air, l'action on est sur la terre, il nous manque l'eau. Et l'eau c'est les émotions.
c'est les émotions et tout particulièrement ici, on va parler de la tempérance, faire preuve de tempérance et donc au travers du lâcher-prise. Et le lâcher-prise, c'est quoi? C'est accepter l'incertitude de la vie. Accepter que les choses vont arriver quand elles vont arriver. C'est là où ça devient compliqué, où une personne peut avoir une vision, peut avoir le bon état d'esprit, peut faire tout ce qu'il faut en se disant ben, je me suis fixé que d'ici un an, je vais avoir tant d'euros de chiffre, 30 d'euros de chiffre d'affaires, par exemple si c'est entrepreneur, entrepreneuse, ou tant d'euros dans mon compte, et, forcer, on se dit ah, ça doit arriver, ah, il faut que ça arrive, ça ne peut pas faire autrement. Mais là, en fait, on est dans une espèce de rigidité, dans un contrôle de fou. Et c'est là où en fait, ce qui va nous guider, c'est une énergie qui va être une énergie plutôt néfaste. Et le lâcher prise, c'est arriver à sortir de cette espèce de tempête émotionnelle et mettre du calme, laisser l'écoulement de l'eau se faire. Et laisser l'écoulement de l'eau se faire à la vitesse, au rythme et au débit qu'il a. Et ce lâcher prise, c'est un point fondamental qu'on entend beaucoup, tout particulièrement dans le domaine de la spiritualité. Lâcher prise. Ben pourquoi? Parce que c'est super dur en fait. Parce que c'est un mot qui est facile à dire. Mais après, très rapidement, on dit ouais, ok, c'est bien joli lâcher prise, mais comment lâcher prise? Que faire? Bon, il y a plein de conseils, il y a plein de choses, il y a de la méditation, il y a un travail sur les émotions. Mais plus que tout, je dirais, c'est accepter. Accepter cette incertitude et justement garder cette confiance sur le process. Et d'ailleurs, on en vient en termes de confiance. Parce qu'on se rend compte que l'ennemi de la confiance, c'est le manque de confiance. Et le manque de confiance, c'est quoi? Ben, c'est la peur. Le manque de confiance, le manque de foi envers le process, il est lié à la peur. D'ailleurs, c'est marrant parce que si on regarde un énéagramme, le type énéagramme qui est lié à la peur, c'est le type 6. Et les leviers, on va dire, d'évolution, qui sont l'idée sacrée et la vertu à développer, on retrouve ces notions de courage, mais de courage, de confiance et de foi, de la foi dans ce qui est. Et donc, ça nous amène justement au facteur limitant d'abondance. C'est-à-dire que là, si tu as la bonne vision, si tu as le bon état d'esprit, tu mets en place les bonnes actions et tu lâches prise, déjà, tu as fait 80% du chemin. Mais tu vas quand même rencontrer des limitations. Et ces limitations-là, il est nécessaire de les réduire au maximum. Et ces deux limitations sont la peur et la non-acceptance. Donc c'est là où c'est des facteurs divisants. On avait vu le facteur multiplicateur, là on a des deux facteurs divisants. Donc on va commencer par la peur. La peur, ici, c'est cette énergie qui nous dit, bah, justement, c'est pas possible, ça va pas arriver, je suis pas capable, et si ça se passait mal, et si je n'y arrivais pas, et si je me retrouvais seul ou seule toute ma vie. Et en fait, ça nous bouffe parce que cette peur-là, certes, la peur est nécessaire, mais là, ici, dans ce process d'abondance, puisqu'on parle de lâcher prise, puisqu'on parle d'état d'esprit, puisqu'on parle de vision et d'une action, il y a tout qui est fait. Donc cette peur, elle est orientée vers quelque chose qui est immaîtrisable, qui est ingérable. Et en fait, plus on va mettre un poids sur cette peur-là, et plus ça va bloquer l'abondance. Donc la peur est vraiment l'ennemi, un des deux ennemis de l'abondance. Voilà pourquoi il est nécessaire de pouvoir renforcer, mais justement, si en renforçant ton état d'esprit, en travaillant plus sur ta vision, en agissant et en développant cette attitude de lâcher prise, progressivement, tu vas pouvoir faire diminuer ce facteur divisant qu'est la peur. Il nous en reste un dernier maintenant, c'est la non-acceptance. Alors la non-acceptance, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi? Eh bien, c'est une grosse limitation à l'abondance que l'on oublie. C'est le fait de se dire, est-ce que je le mérite vraiment? Suis-je digne
de recevoir l'abondance. Alors ça, j'en ai parlé beaucoup sur les cours des chemins de la connaissance de soi, dont je t'ai parlé en introduction du podcast. J'en ai parlé aussi, me semble-t-il, sur un précédent podcast. Est-ce que je suis méritant? Est-ce que je le mérite? Est-ce que j'y ai droit? Et très vite, on a cet état d'esprit de non-acceptance qui peut être là et se dire ah je mérite pas vraiment, ah j'y ai pas forcément droit. Et c'est là où tu dois travailler là-dessus. Oui, tu mérites l'abondance, oui, tu mérites le meilleur, oui, tu mérites l'amour, oui, tu mérites d'avoir plein d'amis, oui, tu mérites du confort matériel. Tu ne mérites pas moins que les autres. Et c'est pas parce que certains ont moins que toi que tu ne mérites pas plus non plus. C'est-à-dire que gardez en tête que j'ai déjà employé cette métaphore, mais je la réemploie parce que moi j'avais cette perspective de la vie. Je me rappelle quand j'étais gamin, je voyais la vie comme ça. Quand j'étais ado, je voyais la vie comme ça. Quand j'étais jeune adulte, je voyais la vie comme ça. Je voyais les différentes choses comme un gâteau sur lequel chacun prenait sa part. Et si moi je prenais pas ma part, quelqu'un allait là, bouffer à ma place. Mais en même temps se dire, est-ce que je suis digne de prendre cette part? Parce que si je la prends, quelqu'un ne va pas l'avoir. Donc qui suis-je pour retirer cette part-là à quelqu'un d'autre? Et tu vois, là, tout ça, c'est de l'énergie bloquante. C'est de la non-acceptance. Parce que l'abondance, elle est abondance. Elle est infinie. Et c'est vraiment cette idée-là. Certes, les ressources terrestres sont finies. Certes, certaines possibilités sont limitées. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas accéder à d'autres choses, à d'autres ressources d'une façon différente, d'une façon illimitée. Une personne va dire je veux toujours plus, toujours plus, toujours plus, mais c'est pas ça le truc. C'est pas on va dire je veux toujours plus par exemple d'argent, mais à un moment donné si tu poses la question, c'est ça que vraiment tu veux ou c'est quoi qu'il y a derrière? L'argent c'est juste un moyen. Qu'est-ce qui se cache derrière? Et là on se rend compte que finalement il y a une infinité de possibilités pour réussir à avoir ce que l'argent semblait permettre d'avoir. C'est ça aussi qui permet de changer de paradigme. Parfois, on a tendance à croire que pour accéder à tel ou tel besoin auquel on souhaite répondre, eh bien, ça va forcément passer par des chemins classiques, par, on va dire, par l'argent, par le diplôme, par telle ou telle chose, parce que tout le monde a fait comme ça. Mais si on y réfléchit, en fait, si on se creuse un peu la tête, on peut se rendre compte que c'est pas forcément ça. Tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, il y avait j'étais allé aux États-Unis, c'était pour une mission, c'était la première mission quand j'étais rentré au CNRS et à Toulouse. Et donc en fait on travaillait avec un laboratoire qui était du côté de Berkeley. Et donc on avait fait un voyage d'une semaine pour aller justement travailler, discuter, collaborer avec eux. C'était sur un satellite qui allait être lancé. Et donc on avait besoin d'infos techniques puisque c'était eux qui étaient en charge de la partie, conception du satellite. Moi j'étais dans la partie récupération de données. Et ça a été, c'était la première fois que je voyageais outre-Atlantique. C'était vraiment le grand voyage. Et donc on était à Berkeley, puis après forcément on a profité pour visiter. On est allé à San Francisco et je me rappellerai toute ma vie, on avait passé le fameux Golden Gate et juste on s'était arrêté à un point de vue qui est de l'autre côté, à l'opposé de San Francisco, pour voir le Golden Gate. Et j'avais pris une photo, d'ailleurs je regrette, j'ai perdu cette photo-là en faisant des mauvais copier-coller sur l'ordinateur. J'avais trouvé une photo d'une Mustang, mais tu sais vraiment le cliché de la Ford Mustang américaine rouge, magnifique. Et je me suis dit, mon rêve, un de mes rêves, ça serait d'avoir cette Mustang. Vraiment, c'était vraiment ça mon rêve. Cette Mustang rouge. Et je l'avais mis sur mon vision board et tout ça. Et il y a quelques années en arrière, j'ai un ami qui se reconnaîtra s'il écoute de podcast, qui sourira, qui est passionné de voitures. Et lui, il possède justement une Ford Mustang. Alors elle n'est pas rouge, mais une Ford Mustang Shelby, ce qui est vraiment un modèle, pour les connaisseurs, un modèle magnifique de cette Ford Mustang. Et
il m'a fait un cadeau qui est génial, que je sais que c'était vraiment quelque chose de vraiment exceptionnel, surtout le connaissant. Il m'a fait conduire sa Ford Mustang Shelby. Et donc, je me suis retrouvé à l'intérieur de cette voiture incroyable avec une puissance. Alors, il faut savoir que je suis pas un grand fan d'automobile. C'était juste, voilà, je voulais vraiment ce kiff de la voiture de la Californie, San Francisco et tout ça sur la Ford Mustang. C'est vraiment ça. Bref, je me retrouve à l'intérieur de sa Mustang, Shelby, en train de la conduire. Une expérience incroyable, inoubliable, stressante sur le coup, mais grisante en même temps. Et je me rappelle même qu'à la fin, j'avais garé sa voiture et pour reprendre la mienne, qui était une Toyota, ma vieille Toyota Yaris que je traînais depuis très longtemps, parce que comme je te dis, je m'en foutais des voitures. Et en fait, j'avais l'impression de conduire une voiture en savon, de rien contrôler de ma voiture. C'était hyper perturbant. En fait, j'avais eu plus peur de conduire ma Toyota Yaris que de conduire sa Mustang Shelby. De la conduire juste après. C'était assez fou comme expérience. Et pourquoi est-ce que je te raconte ça? Cette espèce, long story short, comme disent les Britanniques, les Américains, les Nord-Américains. Pourquoi je te raconte cette histoire-là? Eh bien, parce qu'en fait, ce jour-là, je me suis rendu compte d'un point clé que j'avais déjà expérimenté sur d'autres aspects de ma vie. C'est qu'en fait, mon rêve, c'était pas d'avoir une Ford Mustang. En fait, je m'en foutais d'avoir une Ford Mustang. C'était juste de vivre l'expérience de conduire cette voiture, de ressentir ça. Et là, en fait, l'expérience que j'ai vécue était encore plus intense, puisque la voiture était plus puissante, puisque c'était vraiment quand même un niveau largement au-dessus. J'ai vécu une expérience qui était incroyable. Et ça m'a suffi. Et c'est là où on se rend compte que, justement, c'est vraiment la clé à garder en tête, que c'est pas sur nos rêves, sur nos désirs liés à l'abondance, on a tendance à croire que la voie, c'est l'argent. Ben, je vais m'acheter une voiture qui me permet de vivre ça. Ben là, j'ai absolument déboursé aucun centime. C'était un cadeau que m'a fait un ami. Et dont je suis grandement reconnaissant. Mais j'aurais très bien pu louer une voiture pendant une journée pour me faire ce kiff-là. Et là, on se rend compte en fait que les moyens qui permettent d'arriver à nos fins sont beaucoup plus grands et beaucoup plus infinis que ce qu'on peut l'imaginer. Et c'est à ça à garder en tête. On n'est pas avec un gâteau. C'est pas un gâteau avec chacun prend sa part et il y aura plus de part pour toi. Et donc j'en viens vraiment à ce dernier point, c'est cette notion de non-acceptance. On a tendance à se dire je mérite pas, j'y ai pas droit, ou c'est trop pour moi, ou ainsi de suite. Et en fait non. Il est important de réduire au maximum ce facteur de se dire je ne mérite pas. Et vraiment le réduire au maximum en se disant je mérite. Et ainsi, on va pouvoir réduire ce facteur divisant qui est la non-acceptance. Donc pour rappel, les deux facteurs divisants sont la peur et la non-acceptance. Voilà donc cette fameuse équation de l'abondance, et crois-moi que si tu suis ce que je viens de te donner là, si tu t'y cales vraiment, tu vas te rendre compte à quel point ça va te permettre d'accéder à ce que tu mérites. Mais ça se fait pas comme ça. Ça se fait progressivement, comme on l'a vu tout particulièrement avec l'état d'esprit. Ça demande du travail sur soi, ça demande à se connaître aussi, c'est vraiment la connaissance de soi, et à évoluer là-dessus. Donc, pour rappel, je te rappelle, donc c'est l'état d'esprit, la vision tout d'abord, vision, feu, vision, état d'esprit, l'air, l'action, le passage à l'action, la terre, le lâcher prise, l'eau, et réduire au maximum les facteurs divisants que sont la peur et la non-acceptance. On pourrait dire que c'est le côté sombre qui empêche d'y arriver. Comment faire pour développer tout cela? C'est très simple, on en parle en profondeur sur les 4 derniers cours qui te sont accessibles dès maintenant sur les chemins de la connaissance de soi. Alors si tu es déjà élève, tu peux suivre les conseils, et d'ailleurs si tu es élève, je t'invite vivement si tu as d'autres questions, que ce soit au travers de ce que j'ai diffusé sur ce podcast ou des cours en question, tu peux le faire sur notre groupe privé, et ce sera toujours avec grand plaisir que j'y répondrai. Et si tu n'es pas élève,
du programme Les Chemins de la Connaissance de Soi, regarde le premier lien en description, tu vas voir, c'est passionnant, c'est immense. Et là aussi, tu vas y trouver vraiment une grande abondance au travers du contenu que je vais te délivrer. C'était un plaisir encore une fois de te partager mes connaissances, mes apprentissages, de pouvoir te guider au travers de ta connaissance de soi et de cet éveil de conscience qui se fait aussi avec des prises de conscience comme tu as pu en avoir sur ce podcast. Et quant à nous, donc, on se retrouve soit de suite sur les chemins de la connaissance de soi, que ce soit par le groupe Telegram ou par les cours, ou alors la semaine prochaine sur un autre épisode du podcast. C'était un plaisir et je te dis à très vite. Ciao.